5 chambres de l'UNPI, Union nationale de la propriété immobilière, rassemblées aujourd'hui pour manifester leur opposition à l'imposition dans leurs villes respectives de l'encadrement des loyers. Nina Baudière-Servat, vous êtes président de la Chambre des propriétaires de Montpellier, vous êtes avocat. Je vous donnerai la parole tout à l'heure. Sylvain Grattalou, avocat. Les avocats sont l'un à côté de l'autre. Président de la Chambre des propriétaires de Lyon. Merci d'être parmi nous. Denis Jacques, ingénieur. Vous êtes président de la Chambre des propriétaires immobiliers de Bordeaux. Merci d'être parmi nous. Et enfin, Jérôme Aubreton, investisseur immobilier et président de la Chambre des propriétaires de Grenoble. Merci de nous avoir rejoints pour manifester notre opposition collective à cette mesure un peu particulière. Jérôme Aubreton, quel est l'objectif de l'encadrement des loyers? Alors, l'encadrement des loyers, c'est une loi qui va s'imposer déjà sur des secteurs des zones tendues. Et il faut effectivement qu'il y ait une volonté, entre guillemets, politique des collectivités qui souhaitent imposer cette réglementation. Cette réglementation, elle vise à encadrer les loyers, c'est-à-dire que ça va fixer une valeur locative maximale qui va s'appliquer sur soit des logements loués nus ou des logements meublés. Bien entendu, cette valeur locative va tenir compte de l'époque de construction du bâtiment, de la typologie de logement et de leur surface, bien entendu. Je tiens à rappeler qu'il existe déjà un décret qui chaque année est renouvelé, qui vise à limiter la hausse des loyers. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a déjà sur les communes, les zones tendues, une réglementation qui vise à limiter la hausse des loyers, et on va rajouter une nouvelle couche qui s'appelle l'encadrement des loyers, qui, elle, va fixer carrément la valeur locative. Avec en plus un dispositif dans la loi de 89 qui ne permettait pas aux bailleurs d'augmenter les loyers s'ils ne faisaient pas de travaux. Alors, non seulement, mais surtout, vous avez raison de le rappeler, donc on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus d'éléments cumulatifs visant à limiter la hausse des loyers. Mais bon, la hausse des loyers, si on vise à limiter celle-ci, c'est certainement aussi parce que des gens font la confusion en visant surtout, du moins, en pensant les loyers sont trop chers. Et là, ce nouvel outil qui va se mettre en place vient encore alourdir la liberté, limiter la liberté du propriétaire bailleur. Denis Jacques, qu'est-ce que c'est l'encadrement des loyers? Très simplement, l'encadrement des loyers, c'est la fixation par le préfet, à la demande de la ministre du Logement, d'un loyer maximum exprimé en euros par mètre carré pour chaque type de logement et pour chaque zone homogène de loyer définie par l'Observatoire des loyers et sur la base des loyers observés. Sylvain Grattalou, on est dans cette espèce de nébuleuse de l'encadrement des loyers. Est-ce que vous pouvez aller plus loin? Pourquoi l'opposition dans certaines villes qui ont été choisies? Vous faire une brève introduction, s'il vous plaît. Avec plaisir. Déjà, préalablement, il faut quand même souligner que c'est probablement la première fois, et c'est rare, c'était donc remarquable, qu'il y ait 5 chambres qui soient réunies, 5 chambres locales qui soient réunies pour mener cette action collective qui consiste à solliciter Madame la Ministre, dire on s'oppose, nous, à cet encadrement des loyers. Alors, on va dire qu'effectivement, c'est une position bien habituelle de la part de chambres qui représentent les propriétaires, mais là, pour le coup, on est une nouvelle fois dans une opposition qui est constructive et qui repose sur une réflexion que nous avons menée ces dernières semaines. Alors, cette opposition, elle part de l'observation de 4 constats. Le premier constat, c'est que dans chacune de nos villes, les collectivités n'ont souhaité dialoguer. C'est-à-dire qu'aucun professionnel de l'immobilier, aucun acteur de l'immobilier n'a été sollicité pour partager, pour échanger sur ce qui pourrait être opportun dans ces collectivités, à savoir est-ce que les loyers sont trop élevés, est-ce qu'il y a une augmentation plus importante ces dernières années ou pas. Nous les avons sollicités, nous avons voulu échanger, en plus au sein d'une période électorale, donc on pensait que l'accès allait être plus facile, mais que ce soit la période préélectorale
ou post-électoral? La réponse a été non, aucun contact. Donc ça, c'est déjà quelque chose de troublant parce que c'est totalement inhabituel. Le deuxième constat, c'est que cet encadrement des loyers prévu par la loi de 2018, la loi Elan, a déjà été expérimenté dans 2 villes, Paris d'une part, Lille d'autre part. Et on a constaté que dans ces 2 villes, ce dispositif est un échec. Alors, peut-être que c'était propre à ces villes, je ne sais pas. En tout cas, ça nous a, là aussi, un petit peu alertés dès l'instant où nos propres collectivités ont souhaité s'inscrire dans la même démarche. Le troisième constat, c'est que les demandes qui ont été formulées par les collectivités ont été formulées dans le cadre de délibération, et comme toute délibération, tout acte administratif, il doit faire l'objet d'une motivation. On est allé voir ces motivations et on s'est aperçu que ces demandes reposaient sur quasiment rien. C'est-à-dire qu'il y avait très peu d'arguments décisifs qui permettaient de justifier une telle demande. Les chiffres qui étaient annoncés, les données qui étaient formulées, étaient à la fois des données plus ou moins erronées, ou en tout cas contradictoires, en tout cas des données qui n'étaient pas les nôtres. Et le quatrième constat, c'est que la loi Elan, qui prévoit ce dispositif, permet aux collectivités de formuler ces demandes auprès du gouvernement, à la condition si 4 conditions sont réunies. 4 conditions cumulatives, qu'on reprendra dans un instant. Et ces 4 conditions, qui sont formulées et qui répondent à 2 volets, le volet loyer, le loyer construction, nous avons souhaité vérifier si dans chacune de nos collectivités, ces conditions étaient satisfaites. Alors, la vérification, évidemment, elle aura pu être subjective, mais on a été vigilant, on a fait en sorte que l'on vérifie à partir de données qui soient incontestables. Et quelles sont ces données chiffrées? Ce sont celles qui nous sont communiquées par l'Observatoire des loyers. Observatoire des loyers, qui est un organisme qu'on retrouve sur tous les territoires, qui repose sur la même manière de collecter les informations, et les chiffres qui sont donnés reposent sur une uniformité des critères. Donc, on est allé piocher dans les différents observatoires des loyers, et nous avons constaté qu'effectivement, dans chacune de ces villes, la conclusion est mais indiscutable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de loyer excessif, que ce soit à Grenoble, à Bordeaux, Montpellier, Lyon. Il n'y a pas, et le Grand Orly et Seine-Bièvre également. Alors, effectivement, ce ne sont pas des loyers qui sont des loyers bas, mais ce ne sont pas des loyers excessifs. Donc, il n'y a pas lieu d'intervenir. Alors, on s'est interrogé, on s'est dit, mais alors pourquoi encadrer des loyers dans des villes où les loyers ne sont pas si élevés? Alors, il y a peut-être derrière quelque chose d'idéologique, mais qui relève d'un autre sujet, mais qui est malgré tout assez important à souligner. Alors, quelles sont les conséquences d'une mise en place d'un encadrement? À supposer que le gouvernement le mette en place, et on espère que Madame la ministre est suffisamment responsable pour entendre notre demande et puis surtout creuser les dossiers que n'ont pas creusés, sur lesquels ne sont pas attardées les collectivités. Simplement, c'est une nouvelle fois une tension extrêmement importante entre les bailleurs et les locataires, un effet contre-productif dont on parlera peut-être tout à l'heure, où effectivement l'objectif que ce dispositif permet d'atteindre sera un tout autre objectif qui créera de l'injustice sociale, et surtout que d'une manière générale, le problème du logement ne sera pas résolu par cet encadrement des loyers. C'est une mauvaise piste et c'est un mauvais dispositif. 4 critères cumulatifs. Les 2 premiers critères concernent le locatif et les 3 et 4 concernent la construction. Est-ce que vous pouvez évoquer les 2 premiers critères, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, concernant ces 2 premiers critères, le premier compare le parc privé et le parc public. Et il stipule que pour que l'encadrement des loyers puisse être mis en place, il faut qu'il y ait un écart important entre le montant moyen des loyers du parc privé et celui du parc social. Parc social, on va parler de parc public. Alors, important, c'est peu précis. Aussi, on va commencer par rappeler quels sont les objectifs de chacun de ces parcs et ensuite quelles sont leurs charges pour aboutir effectivement à la définition de cette importance. Donc, les objectifs du bailleur privé, c'est tout simplement de se constituer un complément de revenus
et souvent un complément de revenu pour la retraite. Et donc il investit dans cet objectif. Et je rappelle que la plupart des bailleurs privés ont moins de 3 logements, 85% ont moins de 3 logements. Les bailleurs publics, eux, ont une mission totalement différente. Ils doivent produire des logements à loyer modéré. C'est ça l'objectif du parc public. Donc 2 objectifs totalement différents, mais pas forcément opposés. Quelles sont les charges les différences de charges entre le parc privé et le parc public? Comme on le voit sur ce graphique, il y a un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place par la puissance publique pour permettre au parc public d'atteindre cet objectif de production de logements à loyer modéré, et c'est tout à fait louable. Par exemple, les collectivités font donation de terrain à des bailleurs publics pour effectivement leur éviter cette charge dans les coûts de construction. Ou bien alors ça peut être une cession à prix préférentiel. Donc c'est assez souvent le cas dans le parc public, comme on le voit ici. Ça n'est jamais le cas pour le parc privé, et ça se comprend bien. C'est un coût important qui est souvent de l'ordre de 10% du coût de l'opération. Les bailleurs publics bénéficient aussi de taux d'intérêt bonifiés, aujourd'hui bon, c'est un peu moins d'actualité, de réduction de frais d'enregistrement, c'est important, et aussi de subventions très importantes, le total pouvant atteindre 30% du coût d'une opération. Bien sûr, dans le parc privé, ce n'est pas le cas. Il y a aussi une garantie publique des emprunts pour le parc public. C'est un coût qui n'est pas complètement négligeable, c'est 1% du coût d'une opération. Et puis, très important, le parc public bénéficie d'une TVA à taux réduit sur la construction au taux de 5,5%, alors que bien sûr, les bailleurs privés bénéficient du taux commun de 20%. Ça, c'est une différence au total de 12% sur le coût d'une opération. Et donc, au final, un logement public coûte moitié moins cher qu'un logement privé. C'est très significatif. Si on regarde ensuite durant la vie du logement, ce qui se passe, les bailleurs publics bénéficient d'une exonération de taxes foncières pendant 25 ans. Ce n'est pas le cas dans le parc privé. Alors bien sûr, certaines communes ont mis en place une exonération de la part communale de la taxe foncière pendant 2 ans. Mais c'est beaucoup moins que ce que bénéficie le parc public. Ensuite, il n'y a pas d'impôt sur le revenu ni d'impôt sur les sociétés pour les sociétés HLM. Et il n'y a de même pas d'impôt sur le patrimoine, dit impôt sur la fortune immobilière pour les sociétés de logement à loyer modéré. Ça représente un coût de 0,7 à 1,5% du montant du patrimoine. Et si on ramène chacun de ces coûts sur les loyers, vous avez le tableau qui précise ça ici, et si on prend simplement cette dernière ligne pour illustrer ce qu'on pourrait qualifier d'anecdotique, ça représente en moyenne 14% du coût du loyer. C'est considérable. Alors quand je dis en moyenne, c'est un peu faux, j'ai tendance à me concentrer sur la première tranche à 0,7%, c'est évidemment le double quand on est sur la dernière tranche à 1,5%. Et au total, cela contribue à une différence de 65% de charges sur les loyers. C'est énorme. C'est absolument considérable. Ce qui veut dire, quand on analyse ça, que effectivement, il faut qu'il y ait une différence de montant de loyer très supérieur à 50% pour considérer qu'un loyer du logement privé est bien plus important qu'un loyer du parc public. Sinon, effectivement, c'est la même chose. Il n'y a pas d'effort particulier du parc public. Et on pourrait s'attendre à ça. On observe effectivement des différences de 50%, mais qui sont simplement dues à des charges différentes. Et donc, cette condition de loyer plus important du parc privé n'est jamais remplie dans aucun de nos 5 territoires. D'autant plus que je voudrais rajouter, mais il y a quand même un logement intermédiaire qui est destiné à combler le fossé entre le parc privé et le parc social dont personne ne parle. Exactement, tout à fait. La deuxième condition,
très importante parce que là, elle parle à chacun de nous, à chaque habitant de ces villes. C'est un niveau de loyer médian élevé dans le parc privé pour que l'encadrement des loyers puisse être mis en place. Alors, la loi est peu précise sur le sujet, encore une fois, et le référentiel de comparaison n'est pas précisé. Donc, on se dit, pourquoi ne pas comparer ce loyer médian à celui de villes voisines autour de la ville-centre lorsque c'est la ville-centre qui est visée, ou bien dans les villes autour lorsque c'est une collectivité qui est visée. Et donc, on a fait cette comparaison sur ce tableau pour simplifier uniquement pour les logements de type 3, donc les 2 chambres, aussi bien pour la ville-centre que donc pour une autre ville ou un ensemble d'autres villes, et on a précisé le référentiel de comparaison. Et on voit qu'effectivement, il y a des différences qui sont de l'ordre de 5 à 10%. Mais 5 à 10%, ça n'est pas une différence importante. C'est une différence, certes, qui explique l'attrait de ces villes importantes, de ces collectivités, qui s'explique par. Mais ça n'est pas une différence importante. Une différence importante, ce serait au moins 30%, au moins. Donc, les loyers des villes voisines sont très proches. Mais vous allez me dire, bon, c'est un peu de la théorie, mais est-ce que les loyers sont accessibles? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que les candidats locataires ont des revenus qui leur permettent de se loger dans le parc privé? Parce que ça, c'est la question fondamentale. Donc, on s'est dit, prenons le loyer médian, type de logement par type de logement, observé par l'Observatoire des loyers, donc de façon incontestable, et comparons-le aux revenus médians définis par l'INSEE, auxquels les candidats locataires ont accès, dont bénéficient les candidats locataires. Et voyons s'ils correspondent aux critères demandés par les bailleurs privés. Je vous rappelle que les bailleurs privés réclament en général des revenus supérieurs à 3 fois le montant des loyers. Et donc sur ce tableau, vous voyez que le taux d'effort est de l'ordre de 25% en moyenne, entre 22 et 27% pour les T3. Alors vous allez me dire, j'ai sélectionné ce tableau pour les T3 à dessein. Je vous le dis tout de suite, c'est quasiment pareil pour tous les types de logements. Pour les logements T1, il arrive que ce soit un tout petit peu supérieur à 33%, mais c'est un cas rare. Et donc, on est satisfait quand même de constater que la condition de loyer médian élevé n'est pas remplie parce que les locataires, les candidats locataires ont des ressources qui leur permettent de se loger dans le parc privé. Ce sont des données statistiques incontestables auxquelles tout le monde a accès. Qui est quand même amusant que ces données étant non discutables, elles soient discutées par les communes qui tentent d'imposer l'encadrement des loyers. Effectivement, je suis comme vous assez stupéfait et je l'ai été quand j'ai collecté ces chiffres. Nina Baudière-Servat, 3e et 4e critère qui concernent ce que j'appellerais la constructibilité. Est-ce que vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît? Bien sûr. Alors, Denis vous a présenté les 2 premiers critères qui sont relatifs au montant du loyer. Les 2 derniers critères, c'est relatif à la dynamique de construction et aux perspectives de nos territoires en termes de construction. Alors, le 3e critère, c'est le taux de logement commencé, donc mis en chantier, sur les 5 dernières années. Et donc, il faut que ce taux soit faible pour que l'on puisse imposer un encadrement des loyers. On va le voir, dans nos territoires, ce taux n'est absolument pas faible, bien au contraire. Ce critère est un critère précis qui peut être facilement mesuré par l'administration qui recense les ouvertures de chantier. Un classement a été établi par l'INSEE sur les différentes villes et les taux de construction. On le voit, Montpellier figure en très bonne place, en 2e position juste après Toulouse, avec un taux de construction à 2%, ce qui est énorme. Alors peut-être que ça ne vous parle pas, mais pour prendre cette ville que je connais bien en exemple, on a 168 000 logements à Montpellier. De 2015 à 2019, il y a eu 3 000 logements commencés, ce qui fait 2% de construction. On est, à titre d'exemple,
on construit 10 fois plus qu'à Paris, où il y a 0,2% de construction. Donc on le voit, Montpellier est en 2e position, Bordeaux en 4e, Orly en 5e. On a vraiment une dynamique de construction qui a été entamée depuis de nombreuses années et qui se poursuit. On arrive donc au critère numéro 4, qui est le critère des perspectives limitées dans les années à venir. Alors, on le voit pour Montpellier, pour Bordeaux, mais aussi pour Grenoble et Lyon, qui sont soumises à des contraintes différentes, mais dues au territoire, dues au fait que la géographie urbaine ne permet pas forcément de construire et de disposer de foncier comme on souhaiterait. Pour autant, il y a une dynamique et une mise en place à Grenoble du plan logement-habitat qui favorise la création de logements pour les années à venir. Pour Lyon, le PLU opposable depuis 2019 a lui aussi des projets de construction. Donc, pour nos 5 territoires, la condition n'est pas remplie puisqu'il y a de véritables perspectives et il y a également une véritable politique locale de construction. Très bien, je vous remercie. Ce qui nous porte à donner notre conclusion, qui est une conclusion collective partagée par tous les membres de cet auditoire. Nous avons écrit au ministre pour lui demander de ne pas donner suite aux demandes de ces collectivités et nous espérons que nous serons entendus avant que d'aller malheureusement devant les autorités compétentes et le Conseil d'État et le tribunal administratif. Merci à tous de m'avoir assisté, d'avoir travaillé pour la propriété. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci, au revoir.